Là, par exemple, si vous me donnez votre téléphone, je peux deviner dans quel quartier vous habitez de Paris. Sur quelle publicité j'ai cliqué, quoi. Ah bah, c'est au mètre près, oui. Traqués à notre insu par nos téléphones. Clique sur publicité avocat frais. Vont avoir accès aux photos, aux SMS. De quelle heure à quelle heure? Il y a une trace de tout. J'ai toujours cru que je finirais artiste peintre. J'imaginais les beaux-arts de Paris. Peindre les scènes de vie que je vois. C'est jamais arrivé. Ma moulette, elle m'a dit, c'est pas en faisant de la peinture que tu gagneras de l'argent. Et alors, c'était parti pour les bons de Nanterre Université, pour les cours, la procrastination, les devoirs, jusqu'au jour où je suis rentrée dans le cours le plus intéressant de mon Master 2, outils d'analyse de société numérique. Et notamment sur cette slide, on était en train de m'expliquer que dans les applications de mon téléphone, il y avait des traceurs, et que ces traceurs récupéraient des informations sur moi, pouvaient demander l'accès à ma caméra, à mon micro, aux photos de mon téléphone, à ma localisation. Et là, je me suis dit, mais est-ce que quand j'accepte l'accès à mes photos, ça veut dire qu'on peut récupérer toutes mes photos? Est-ce que quand j'accepte l'accès au micro, ça veut dire qu'on peut m'écouter? Parfait. Ah, mais attends, il faut que je Allô la Terre, ici Émile Plante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser aux trackers qui sont dans nos applications. Et pour ça, on va coder notre propre application pour voir comment est-ce qu'on peut récupérer des infos sur quelqu'un et jusqu'à quelles informations il est possible de récupérer. Mais surtout, pourquoi et qui récupère ces informations-là. Bon, en gros, j'avais compris que les trackers, c'était des morceaux de logiciels qui ont pour but de récupérer des informations sur une personne qui utilise une application. Mais moi, ce que je me demandais, c'était concrètement jusqu'à quelles informations c'est possible de récupérer. Pour savoir quelles infos on peut récupérer, on pourrait regarder sur Internet, mais le meilleur moyen d'être sûr de ce qu'il est possible de faire, c'est de coder nous-mêmes une application, une petite application test, et y mettre dedans des trackers. Bon, comme d'hab, je me lançais dans un truc où je n'y connais rien. En fait, j'ai jamais codé une application de la vie, donc du coup, je sais même pas comment est-ce qu'on code une application. Il faudrait voir comment est-ce qu'on code. En gros, on va chercher comment coder une application. J'espère que c'est pas trop chaud. Déjà, de ce que je comprenais, en gros, quand tu fais du développement d'application, tu distingues deux parties du travail. Tu as le front et le back. Sûrement qu'il y a plein de gens qui le savent déjà, mais je le dis pour si jamais il y a des gens qui savent pas. En gros, le front, genre c'est tout ce que l'utilisateur y voit. Donc quand tu es sur l'interface, c'est vraiment l'interface en fait. Et le back, c'est tout ce qu'on voit pas. Donc par exemple, si je me crée un profil utilisateur avec un nom, prénom, mot de passe, adresse mail et tout, il faut stocker ces informations-là. Et bah du coup, dans le back, bah, tu vas stocker dans une base de données. Et pareil, quand tu appuies sur un bouton et que ça renvoie une page, c'est du back aussi. Bon, ça c'est ce que j'avais lu. Maintenant, il fallait le faire. Déjà, je vois que ça diffère dans les tutos selon si l'application... Je suis trop moche. Bref, du coup, maintenant, on avait mieux compris comment fonctionne une app, donc il était temps de coder l'application de test pour ensuite mettre les trackers dedans et essayer de récupérer les photos et tout et tout. Et pour coder cette app test, il fallait trouver un tuto. Du coup, je disais, les tutos, ils diffèrent selon si c'est pour iPhone ou pour un téléphone Android, l'application. Et sachant que j'ai que mon iPhone en fait pour tester l'app, du coup, faudrait trouver un tuto qui permette de coder une app mais sur iPhone. Et là, je tombe sur ce tuto. Le résultat final, c'était un truc tout simple où juste t'appuies sur un smiley, ça te renvoie un message. C'était parfait. Donc je commence à suivre le tuto et là, je vois qu'il travaille sur un truc appelé Xcode. Apparemment, Xcode est l'application qu'utilisent les développeurs pour créer des applications pour les iPhones. Je télécharge Xcode et là, j'arrive sur cet outil. Ok, donc en gros, ça ressemble à ça. C'est ce qu'on appelle un environnement de développement. Et là, donc, c'est Apple qui l'a développé. Et en fait, tout est en place pour que ce soit plus simple pour les développeurs. Donc, tu as des outils pour débugger, tu as des outils pour faire tout un tas de trucs plus simplement. Je suis le tuto et 2 heures plus tard, même pas, j'avais ma première mini-application. En vrai, elle est connectée à aucune base de données, du coup, elle fait pratiquement rien. Elle a fait juste Allô la Terre quand j'appuie sur le téléphone. Mais c'est ce que je voulais. Je me suis familiarisée avec Xcode déjà, mais aussi avec ce qu'on appelle un langage de développement qui est adapté aux applications, donc qui me permet de coder des applications. Maintenant, du coup, il était temps de passer au plus intéressant, les trackers. Et des trackers, il y en avait plein. Il
Il y en a qui servent au bon fonctionnement de l'application, genre à aider les développeurs à connaître les bugs qu'il peut y avoir sur l'app. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était les trackers qui récoltent des informations sensibles sur moi. Il y avait la caméra, le micro. Je me suis dit qu'il valait mieux commencer par un truc où je voyais qu'il y avait beaucoup de tutoriels et de documentation sur Internet, c'est-à-dire la localisation. Imagine, tu codes une app, il y a plein de gens qui la téléchargent, et là, imagine, tu peux voir où sont les gens, à quel endroit telle personne se rend. Est-ce que c'est possible de savoir ça ? Et si oui, à quelle fréquence on peut avoir les informations de localisation d'un utilisateur ? Est-ce qu'on peut les avoir même quand l'utilisateur n'est pas sur l'application ? Et surtout, avec quelle précision ? Donc cette fois que notre application va essayer de récupérer la localisation de l'utilisateur et de l'afficher sur une carte. Alors, how to code a map with user location. Donc là, je vois plein d'outils en fait pour créer une map avec la localisation. Je vois Maps SDK, Apple's Map Kit, Google Maps, Mapbox SDK aussi. En gros, je me dis je pourrais utiliser les outils, mais en soi, je pourrais aussi genre coder moi-même la map, la localisation et tout. Ouais, enfin, en galérant pendant des mois. Et en vrai, je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à redévelopper tout, alors qu'en fait, il y a des gens qui l'ont déjà fait pour moi et qui ont mis ça dans des outils à ma disposition. Et ces outils, c'est des SDK. En fait, il y a plein de SDK là qui sont proposés pour faire ce qu'on veut faire. De ce que j'ai lu, un SDK, en gros, tu le télécharges et en fait, c'est une boîte à outils, donc il y a plein de trucs dedans. Et notamment, il y a des bibliothèques et en fait, dans les bibliothèques, il y a des morceaux de code déjà tout faits. Donc en gros, t'as pas besoin de recoder ces morceaux de code-là. Du coup, tu peux seulement appeler les bouts de code pour les utiliser. Mais comme je disais, des SDK, il y en avait plusieurs. Je vois Maps SDK, Apple's Map Kit. Donc du coup, lequel choisir ? En fait, je viens de me rendre compte que Apple Map Kit est intégré dans les outils, c'est partie des outils de iOS SDK et le iOS SDK est déjà intégré dans Xcode. Donc en gros, il n'y avait rien à installer, il y avait juste à coder l'app et à utiliser les bouts de code qui sont déjà présents. Je suis un tuto, je fais mes petites recherches, donc je code mon app et tout. Et là, je la lance. Résultat, on voyait bien la map, sauf qu'en fait, il n'y avait pas la localisation de l'utilisateur dessus. On voit pas où l'utilisateur est. Donc je retourne voir sur les tutos et je vois qu'en gros, il suffit pas juste d'écrire que tu veux la localisation avec MapKit, il faut aussi avoir la permission d'utiliser la localisation de l'utilisateur. Donc là déjà, ça veut dire qu'en fait, tu peux pas accéder à la localisation d'un utilisateur sans sa permission. Et heureusement, il y a la permission parce que sinon, ça veut dire que tu peux voir qui est tout le temps. Donc la permission, tu peux la demander là, voilà. Et là, il y en a de plusieurs types. Seulement quand l'application, je pense, est utilisée. Always, donc du coup, tout le temps. Donc là, je décide de demander la permission d'accès à la localisation que quand l'application est ouverte. Je run l'application et là, ça fonctionne. On a bien le pop-up d'autorisation. Je simule que je me trouve à Londres et là, donc, on voit bien la localisation de l'utilisateur sur la map. Attendez, parce qu'il y a un dernier truc qui est resté flou sur la localisation, c'est que là, j'affiche la localisation, qui est d'ailleurs super précise, mais pour qu'une application garde les informations de localisation en mémoire, genre dans une base de données, il faut pouvoir communiquer avec le téléphone de l'utilisateur. Donc avant de passer à la suite, on va rapidement vérifier comment est-ce qu'une application peut récupérer les informations de localisation dans une base de données. Alors donc, how to save data, donc comment enregistrer des données à partir d'une application iOS. Donc je regarde ce tuto qui utilise apparemment un outil qui s'appelle Firebase. Hey guys, welcome to Simplified iOS. Et donc là je vois que j'aurais créé un projet sur Firebase. Il fait quelques manips pour ajouter Firebase à son application iOS. You have to write pod init. Ensuite, il définit quelles variables vont aller dans la base de données et comment. And it would be as string. Et là, il fait un test pour voir si ça marche, donc en envoyant des données pour voir si ça rentre bien dans la base de données. And click add artist. And now let's check the Firebase database. Et ça rentre bien dedans. You can see a new node here. Donc en fait, c'est complètement possible de récupérer dans une base de données les données de localisation des utilisateurs. Ok, donc là, en gros, on a vu que tu peux très bien enregistrer la localisation de ton utilisateur à partir du moment où il t'a donné l'autorisation. Mais moi, là, quand j'ai rentré l'autorisation, j'ai mis autorisation d'accès à la localisation que quand l'application est ouverte.
Mais dans les permissions, il y avait aussi la possibilité de demander l'autorisation tout le temps. Donc je comprenais que certaines applications, si on accepte la localisation tout le temps, peuvent très bien nous localiser en continu. Mais alors ma question c'est, si avec la permission, tu as la possibilité d'enregistrer les données de localisation dans une base de données, est-ce que c'est possible de faire la même chose avec toutes les autres permissions? On accédait à la caméra, au contact, Media Library, au micro, l'album photo. Attendez, mais qui voilà, que vois-je? Emily Plant en train de flâner devant Netflix USA. House of Dragons, Shetland saison 6 et 7, Red Rose, Sherwood, The Control Room. La voilà là en train de se délecter de House of Dragons. Mais elle n'aurait jamais pu, au grand jamais, se délecter de House of Dragons sans CyberGhost VPN, qui lui permet d'être localisé aux États-Unis et donc d'accéder à tout le catalogue de Netflix USA. Je vous donne plus d'informations en fin de vidéo. Et la galerie photo, ça m'intéressait particulièrement. Je voulais enfin savoir si oui ou non c'est possible de récupérer les photos d'un utilisateur s'il nous a donné la permission d'y accéder. Sur internet, je voyais tout et son contraire. Il y en avait qui disaient bien sûr c'est possible, ils peuvent accéder au micro, ils peuvent enregistrer les conversations téléphoniques, les contacts, les fichiers du téléphone, et d'autres qui disaient mais bien sûr que non, c'est pas possible. Donc je commence à faire mes recherches et je trouvais de la documentation sur comment sélectionner une photo de la galerie de l'utilisateur. Je voyais aussi des trucs sur comment exporter une photo créée dans l'app vers la galerie, mais je trouvais rien sur comment récupérer les photos en dehors du téléphone de l'utilisateur. Donc je commence à essayer de trouver une autre solution pour voir si c'est possible de récupérer les photos. J'ai une idée sur Instagram et tout, on nous demande la permission d'accès aux photos et du coup on la donne. Mais si jamais ils récupéraient nos photos, ça passerait forcément sur le trafic réseau. Donc si tu analyses le trafic réseau de ton téléphone, peut-être que tu peux voir si quelqu'un récupère tes photos. Donc je cherche comment voir le trafic réseau d'un iPhone et là je découvre une option dans les réglages de l'iPhone, le paramètre confidentialité des apps. L'activité réseau des apps, si on clique et là au hasard du coup on va sur Vinted, tout affiché et là on voit genre que Vinted communique avec Facebook, Google Ads, il y a plein de trucs que je sais pas ce que c'est, Firebase, Amazon. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait quand j'utilise une application, mes données vont à plein d'entreprises. Parce qu'en fait quand tu utilises des SDK de d'autres entreprises, comme Apple MapKit, Maps SDK, Google Maps, Firebase, en fait eux aussi ils peuvent récupérer des données sur l'utilisateur. Donc en fait ça veut dire que non seulement les entreprises qui ont créé les applications de mon téléphone peuvent récupérer des infos sur moi, mais aussi toutes les entreprises qui ont créé les SDK qui sont présents dans ces applications. Je précise que là, je parle beaucoup de l'accès aux photos d'un téléphone, mais en réalité, les trackers récupèrent plein de données comme l'âge, nos centres d'intérêt, notre niveau d'éducation, ou encore ça peut être des données comme le chemin de navigation dans l'app, combien de fois on a ouvert l'app, etc. Pourquoi plein d'acteurs voudraient récupérer mes données? En fait, on sait toujours pas s'ils peuvent récupérer mes photos avec la permission. C'était comme si plus j'essayais de trouver des réponses, plus le sujet devenait vaste et complexe. Et plus je doutais du fait que j'allais pouvoir répondre à toutes mes questions. Sauf si je trouve quelqu'un qui peut m'aider à y répondre. Les gars, je me rappelle que dans le cours, le prof a parlé d'une asso qui s'appelle Exodus Privacy. Et en gros, genre, c'est une asso qui fait un taf que je trouve archi stylé. Ils analysent les applications qui sont sur Android et ils regardent les trackers qui sont dedans. Ensuite, ils font des rapports sur telle application pour dire il y a tel tracker qui est dedans. C'était sûr que eux, ils auraient des réponses à mes questions. Développeuse principale d'Exodus. Elle s'appelle Esther, c'est la cofondatrice d'Exodus Privacy. On la présente comme une experte en sécurité Android et en ingénierie inverse. C'est une activiste française, conférencière et cofondatrice de Defensive Lab Agency qui a travaillé avec Amnesty International ou le Wall Street Journal. Donc je tente de lui envoyer un message et quelques jours plus tard, elle répondait à mes questions. Quelles informations sur moi peuvent être récupérées? Est-ce que mes photos du coup peuvent être récupérées? Mes SMS, mes contacts, mon microphone? Pourquoi certains voudraient récupérer des informations sur moi?
Salut, tu m'entends? Coucou, ça va? Donc avant toute chose, je lui ai demandé quelles informations est-ce qu'il était possible de récupérer sur un utilisateur. Alors, sur mobile, en fait, les trackers qu'on intègre dans une application vont bénéficier des mêmes permissions, des mêmes autorisations que ce que l'utilisatrice ou l'utilisateur a accordé à l'application. Donc ça, on l'a vu par exemple, si je donne l'accès à ma localisation, les trackers auront la possibilité d'avoir mes informations de localisation. Ouais. Donc si l'application a par exemple accès aux SMS ou aux photos, ça veut dire que tous les différents SDK qu'on a intégrés dans l'application vont avoir accès aux photos, aux SMS et potentiellement les collecter ou pas, on n'en sait rien. Donc là, de ce que je comprenais, ça veut dire que si je donne la permission d'accès à tes photos, potentiellement, les SDK et l'application pourraient collecter ces informations. Mais je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais j'ai pas trouvé vraiment des tutos, tu vois, pour exporter de la galerie photo sur les serveurs de l'application. Bah ça, après, alors, soit ça va être codé directement dans un SDK, soit ça va être toi qui vas le coder toi-même. Ouais. Mais une fois que tu as accès donc, quand tu programmes ton application, à un moment donné, ton image, elle est représentée par un objet, que ce soit en Swift, en Java ou en Kotlin ou autre. Et après, cet objet, tu peux aller lire son contenu, le binaire, en fait, de l'image, et décider de l'envoyer là où tu veux, en fait. Il y a certains SDK qui font ça, il y a certaines applications qui font ça dans le dos des utilisatrices et utilisateurs. Tout est normal. Donc carrément, j'étais en train d'en perdre mes mots. Moi, je me disais qu'il devait y avoir des limitations. Tout de suite, j'ai pensé, mais de toute façon, les applications, elles passent au filtre de Apple Store et Google Play, qui vont contrôler. Donc du coup, comment des applications qui font ça peuvent passer ? En fait, comment Apple ou Google peuvent faire la différence entre une utilisation légitime ou non légitime de telle ou telle fonctionnalité. Alors par exemple, sur Google Play, tout ce qui va être stock-aware, en fait, va d'office être banni, puisque c'est des applications dont l'objectif est de pouvoir espionner le téléphone portable d'une victime. De ce que je comprenais, sur Google Play, les applications stalkware, donc qui ont vraiment pour but d'espionner l'utilisateur, soit en suivant ses déplacements, en espionnant ses appels ou SMS ou autres, sont bannies. Mais imaginons une application qui à première vue permet de retoucher les photos, mais qui en réalité récupère les photos des utilisateurs. Comment reconnaître si l'utilisation de la permission d'accès aux photos est légitime ou illégitime ? Et là, je me disais, mais non seulement les entreprises qui ont créé les applications en question pourraient récupérer mes photos, mais ça veut dire que même les entreprises qui ont créé les SDK qui sont utilisés dans cette application pourraient aussi récupérer mes photos. Et en plus, Esther m'expliquait que parfois, les développeurs sont même pas au courant des données qui sont récupérées par les SDK qu'ils utilisent. Mais on a aussi des SDK qui sont, en tout cas de mon point de vue, volontairement malveillants. C'est-à-dire qu'ils vont collecter énormément d'informations à l'insu de l'utilisatrice et de l'utilisateur, mais aussi à l'insu de la développeuse ou des développeurs de l'application. Simplement parce que quand tu vas lire la documentation de tel ou tel SDK. La documentation, pour ceux qui savent pas, en gros, c'est genre le manuel d'utilisation du SDK. On va te dire, oui, alors pour l'utiliser, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais la collecte qui est faite par défaut n'est pas documentée. Là, on pourrait dire qu'une solution, ce serait d'utiliser des SDK qui sont open source, auxquels on peut avoir accès au code du SDK. Mais on a aussi des SDK qui sont open source, dont on peut trouver le code sur GitHub, etc., etc. Et puis, à un moment donné, il va y avoir une contribution qui va un petit peu passer sous le radar et introduire soit une porte dérobée, soit une faille de sécurité, soit même de l'exfiltration de données dans un SDK qui ensuite peut se retrouver dans des centaines et des centaines d'applications. Et enfin, le dernier truc que je me demandais, c'était au final, pourquoi il y a plein d'informations qui sont récoltées par les trackers sur nous ? À quoi ça sert ? Et la toute première réponse à cette question, ce serait la publicité ciblée. En gros, les données qui sont récoltées sur nous, elles permettent de savoir qui est derrière l'écran et donc de proposer des publicités qui sont adaptées. Et donc les informations sur des profils valent de l'argent. Et sur ce marché, il y a certaines entreprises qui ont des énormes bases de données de profils. Oracle, c'est 2 milliards de profils, plus de 30 000 attributs par profil. Et donc là, tu as différents attributs. Est-ce que tu regardes du porno gay ou lesbien ? Est-ce que tu es endetté ? Si oui, de combien ? Quel âge tu as ? Ton genre ? Ton niveau d'éducation ? Au fur et à mesure de la conversation, on a discuté donc, de la publicité ciblée, des autres enjeux liés au fait que tout un tas d'acteurs peuvent avoir des informations sur moi et de comment ça pourrait un jour être néfaste pour moi. Mais le truc que je trouvais fou, en fait, c'est à quel point je maîtrise pas quelles entreprises récupèrent quelles données, à
quelles autres entreprises sont revendues mes données, encore et encore. Et toutes ces données sont créées grâce à l'outil qui me quitte jamais, avec lequel je fais tout, comme si on avait tous nos putains de mouchards sur nous. CyberGhost VPN sponsorise cette vidéo. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient avoir des publicités ciblées, ça leur permet d'avoir des propositions qui sont plus en accord avec leur goût. Ça dépend des gens, mais en tout cas pour éviter d'avoir du retargeting, une solution ça peut être d'utiliser un VPN. Alors bon, le retargeting ça repose sur plein de techniques, donc avoir un VPN ça va pas tout résoudre, mais ça va permettre de limiter le retargeting. D'autant que CyberGhost VPN a une option spécifique pour éviter le tracking. Quand on utilise un VPN, finalement, toutes les informations passent du coup par le serveur VPN, donc il est possible que le VPN utilise les données des utilisateurs. En l'occurrence, CyberGhost VPN s'engage à ne pas le faire. Donc si jamais ça vous intéresse, j'ai mis le lien en bio. Ils ont une offre à moins 82% de réduction et 3 mois offerts, soit 2,11 € par mois.